Hey, on le fait? On le fait-tu? On le fait. On le fait pour de vrai, mon père? On le fait encore. On le fait-tu encore? Ben ouais. On est avec Tania en studio. Tania, on le fait-tu encore ou là, t'es en train de te dire, qu'est-ce que je fais ici? Non, on le fait encore. On le fait encore? Ouais. Toi, quand c'est commencé, là, tu t'arrêtes pas, hein? Quand je commençais, je pars, puis je continue. Ouais, en fait, puis même avant ça, tantôt, tu me disais, j'étais sur le point de pas commencer, puis t'as commencé là où plusieurs personnes ont comme abandonné. C'est ça que tu me disais tantôt? Oui, exactement. Genre, là. Exactement. On va parler de ça aujourd'hui ensemble. C'est le fun de te recevoir en studio. On est avec Pat. Moi, aujourd'hui, Pat, je suis en remplacement. Moi, je suis un remplaçant aujourd'hui. Ouais. Pas censé d'être ici. On a notre ami. Là, tout est parti. Là. Un matin, on était sur un enregistrement, puis je me suis rendu compte au bout de 5 minutes que l'enregistrement pour le podcast n'était pas parti. Fait que j'ai un méga déficit d'attention. Tania, c'est pas facile. Là, Seb, il est démasqué en plus, hein? Parce qu'on sait où il est à soir, puis il se fait remplacer, puis on sait il est où. Non seulement Quand il va regarder ça, s'il s'était trouvé une excuse... non seulement on sait il est où, mais il a eu le culot de nous inviter. De nous inviter ici. En fait, moi, j'étais ici pareil, mais tu sais, là, il m'appelle, puis là, il me dit « Hey, à soir, je m'en vais voir un show, j'ai des billets, ça te tente-tu? » Je dis « Non, ouais. Je dis « À soir, t'es sur un show, t'animes une émission. » Parce que c'est Sébastien qui fait ça avec toi, Pat, là, souvent, de ce temps-là. Ouais. T'es en train de t'habituer au show, toi, là, Ouais, ma chaise commence à être, on dirait, confortable, là. Ça commence à être ma place, on dirait. Faut-tu marquer le nom dessus? Ou j'étais à la veille, là. En arrière, là, ouais. dans la production. Là. Ouais. On veut dire bonjour à tous les gens qui... c'est la première fois qu'ils sont sur le show, on le fait. C'est la 4e épisode déjà. On a starté ça fait 4 semaines. Puis on a bien du fun sur ces shows-là. L'objectif de cette émission-là, c'est de faire connaître des passions des jeunes. Puis on a eu des beaux jeunes jusqu'à maintenant, là, dans les 3 derniers épisodes. Puis tantôt, on parlait avec toi, Tania, puis je me suis rendu compte que t'as la même graine que les 3 autres. C'est que t'es une vraie passionnée. Ouais. Puis on va avoir la chance de t'entendre nous parler de ta passion. Tu as vécu des choses super le fun dans le courant des derniers mois. Moi, j'ai eu la chance d'entendre son histoire. Oui, c'est ça, parce que c'est ça que je voulais te demander, Pat, parce que tu l'as pêché où, celle-là? Où t'as pêché cette jeune femme-là? Ben en fait, on s'est rencontrés, on était co-invités d'honneur à une soirée, il y a 2 semaines, même pas, la semaine dernière, en tout cas. C'était avec le Club Optimiste à Sainte-Thérèse. Puis j'ai été invité par une amie qui est présidente du Club Optimiste à parler de mon parcours un peu, puis... je savais pas qu'on était pour être deux Moi non invités. plus, en fait. Je pense que c'est une surprise. T'étais-tu fâché? Ben non. non, au contraire, j'aime tout le temps mieux ça quand... Tu sais, j'étais un gars de sport d'équipe à la base, fait que j'aime ça. Ouais. Puis j'étais arrivé en retard, ou presque, parce que encore là, j'avais un entraînement à faire avant. Puis Sylvana m'avait demandé d'être là pour 6, mais moi, avec mon horaire d'entraînement, 6,5, c'est tough. Fait qu'en tout cas, je fais tout ce que j'ai à faire, je me dépêche, j'arrive. Puis là, j'ai constaté qu'on était on était des co-invités d'honneur. Puis j'ai eu la chance d'écouter le parcours de Tania avant de moi parler de mon parcours puis de ce que j'ai fait. Ben j'ai eu la chance d'entendre le parcours de Tania. Puis, tu sais, à date, pour ce qu'on a fait ensemble, je pense que la passion que toi, Dan, que Seb, on partage les 3 ensemble, puis toute la gang dont on le fait. J'ai eu comme un... En écoutant, elle n'avait pas fini encore de parler de son parcours, puis j'ai fait « Ah, OK, là, on vient de... » Ça en est une comme nous autres. On vient de toucher à quelque chose. Mais je pense qu'il y avait un beau lien aussi entre les deux partages qu'on a fait, là. Oui, exactement. Ouais. Je pense qu'il y avait autant que ces 2 partages qui étaient vraiment différents, autant que je pense que les gens qui étaient là ont vraiment apprécié la dynamique que ça a apporté. L'optique était un peu la même aussi, la base aussi. Oui, ben c'est ça. La persévérance. C'est ça. Je pense que Sylvana l'avait bien saisi probablement la similitude, là. Même si c'est très différent, ça reste que c'est similaire pareil. Donc c'est ça, fait que j'ai eu j'ai vu le parcours de Tania, j'ai écouté son histoire, puis c'était une soirée où c'était dans un restaurant. Fait que on avait les deux, je pense que les deux, on aurait aimé avoir notre support visuel pour expliquer un petit peu ce qu'on fait, puis ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu. Vous aviez rien? Puis non, c'était un contexte où est-ce que c'était un souper optimiste, donc dans un restaurant, fait que pas d'écran vraiment pour ce qu'on a d'habitude pour parler de notre parcours.
Fait que le challenge était quand même... Tu sais, quand t'as des gens qui ont de la misère à visualiser ce que tu fais ou ce que tu as fait, des fois, d'avoir un aide visuel, c'est pratique, tu sais. Fait que là, finalement, j'ai vu, tu sais, parce que Tania a parlé avant moi, là, j'ai fait, OK, ouais, parce qu'elle dit, si j'avais le vidéo que je voulais montrer, ça aurait été bon pour vous démontrer qu'on a fait ça ou ça, tu sais. Fait que, finalement... Moi, je pense qu'à quelque part, c'est bon d'avoir un support, là, mais quand on parle de notre passion... Les gens on n'a pas besoin de grand-chose. Le feu dans les yeux, puis tu sais, je pense que quand tu vis ta passion ou quand tu es en train de vivre un moment spécial dans ta vie, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir une photo pour l'exprimer. Tu la vis. C'est impressionnant de voir certaines photos. Puis en parlant de ça, on va avoir la chance de voir des photos super impressionnantes. Moi, j'en ai vu quelques-unes, puis j'étais comme bien impressionné de voir la grosseur de certains mammifères. Oui. Mais ça l'aide aussi à comprendre. J'aurais aimé voir également tes photos, ton support visuel pour mieux comprendre ce que tu expliquais parfois. Ouais. Mais de détailler les choses, parfois, ça suffit pas toujours. Donc, c'est sûr. T'as amené ton ami ici en studio, là, Cédric. On te voit pas, Cédric, là, mais on te dit salut. Fait que si tu dis allô, on va savoir que t'es là. C'est ça. Puis là, qu'est-ce que ça a l'air sur Facebook? Ça fonctionne-tu, notre affaire? Ou Ah, tu sais pas, OK. Parce... j'arrive pas à trouver. Moi, je te confirme. OK, on est vraiment live. Ouais. Fait que, tu sais, c'est bien... les gens ont tout le temps un peu la même réaction que tu as eue tantôt, Tania, quand les gens dans le studio, ils font « Oh, t'as un peu... » c'est quand même impressionnant un petit peu. C'est un garage, là, tu sais, mais il y a de la guerre dans la place. Mais ça ressemble pas vraiment à un garage, je sais pas. Ça a l'air plus... concret, on dirait. Puis, c'est impressionnant, oui. Je fais un lien avec la passion parce que il y a des gens qui vont... souvent, ils me passent un commentaire, toi, puis qui me connaissent personnellement, là, mes amis, là, puis qui me disent « Toi, t'as fait ça, t'as plugué ces fils-là, parce que moi, j'ai un déficit d'attention, mais solide, là. Puis comme t'as construit cette patente-là. Puis à quelque part, je pense que quand t'es passionné de quelque chose, là, tu peux arriver à tes fins. Puis c'est un peu ce qui t'est arrivé. C'est pas un peu ce qui t'est arrivé, c'est vraiment ce qui t'est arrivé avec ton projet. T'as réussi à arriver à tes fins parce que tu voulais partir. Puis tu vas nous parler de ton stage, puis le stage que tu es allé faire en Afrique du Sud. Oui, exactement. Puis c'était pas évident de trouver l'argent que ça te prenait pour partir là-bas. Tu t'es débrouillé parce que tu voulais vraiment y aller. Je pense qu'à quelque part, comme je dis, quand tu veux vraiment quelque chose, puis que tu vis quelque chose, tu vas trouver des solutions. Là, tu vas trouver des solutions. Je pense que c'est ce qui fait que ça rejoint pas mal les gens qu'on a eus à date, avec l'émission, puis avec la gang dont on le fait. Là. Puis, je pense que si tu regardes, puis on va en parler un peu plus en détail de ce que Tania a fait, mais quand tu regardes ce que Tania a fait, Benjamin, Marc-Antoine, on a comme il y a comme une similitude qui rapproche, malgré que les parcours sont différents. T'sais. On est comme chanceux on est choyé, ça. On est comme chanceux d'entendre ces histoires-là live. J'ai goût à ça aussi. Moi. C'est comme une drogue, hein? Ah ouais, j'en parlais avec qui? C'est quand on a eu la diffusion, c'est que là, je suis mélangé dans les journées, mais quand on a fait la diffusion avec Olivier... avec Olivier Pajot. Avec Olivier Pajot. Vendredi. Samedi soir passé. Samedi ou vendredi. Vendredi soir, oui. Puis on en parlait, tu sais, comment est-ce que ça devient... plus on entend les jeunes parler d'histoires cool comme celle de Tania, là, puis les autres qu'on a eues, on dirait que ça devient... C'est encourageant. C'est inspirant. Toi, tu parles souvent de ça, Pat, que, tu sais, je t'ai entendu parler de ça une couple de reprises dans les shows, que c'est le fun de voir des jeunes passionnés de même, parce que on va souvent entendre de la société, les jeunes font rien aujourd'hui, les jeunes savent pas quoi faire de leur vie. On entend souvent ça, mais quand tu te mets vraiment à observer, là, moi, je les trouve cool, les jeunes aujourd'hui. Les jeunes, ils veulent vivre d'une façon différente de toi puis moi. Puis ils sont... Moi, je peux pas te dire ça. C'est facile aussi de trouver des jeunes passionnés. Facile d'en voir, de trouver des jeunes qui ne savent pas où aller dans la vie, puis qui chillent, puis qui perdent leur temps. Mais je pense qu'ils sont juste mal outillés, dans le fond. Peut-être, oui. Fait que c'est pas ton cas, en tout cas. Non, mais c'est ce que j'ai ressenti au départ en partant mon projet. Là. Je savais pas par où commencer, où chercher. Je voyais ça comme une montagne, puis je pense que c'est ce que plusieurs jeunes vivent au quotidien lorsqu'ils ont des projets comme ça.
Quand tu parles de projet, là, en fait, c'est un stage que tu devais faire dans le cadre de tes études. Tu me parlais du cours sur lequel tu es actuellement. C'est-tu terminé? Oui, en fait, oui, j'ai terminé. Dans le fond, c'est un DEC sur 3 ans en général. Moi, mon parcours était un petit peu plus atypique, donc j'ai fait sur 5 ans. C'est une technique en santé animale. C'est un peu comme... on est un peu comparé à des infirmières dans le domaine de la santé animale, avec les spécialisations aussi de l'infirmière. Puis donc, au bout de ces 3 années-là, en général, les étudiants doivent effectuer 2 stages de 5 semaines. Donc, on doit choisir, nous, nos stages. Puis, on est habituellement obligé d'en choisir un en milieu clinique pour nous donner une bonne base. Moi, dans le fond, j'avais travaillé durant les étés pour pouvoir faire mes 2 stages dans le milieu que je désirais. Puis est venu mon fameux stage. Mais tu as travaillé où? Dans une clinique vétérinaire, genre? Oui, j'ai travaillé dans des hôpitaux vétérinaires en tant qu'aide technicienne puisque j'étais pas graduée. Okay. Donc, je voyais quand même le quotidien. Puis, on me faisait faire des tâches parce que c'était quand même considéré comme un stage en alternance travail-études, donc l'été. Puis, par la suite, c'est ça, j'ai pu faire mes 2 stages dans le milieu que je désirais, là, dans le fond. OK. Quand tu parles de parcours atypique, là, je ne vais pas rentrer dans le détail de toute ta vie puis tout le kit, là, parce que je veux qu'on reste focusé sur ce qui te passionne, là. Mais t'entends quoi par parcours atypique? Parce que moi, j'ai lâché l'école à 16 ans. Ouais. Puis pas de mathématiques, pas de physique, pas de chimie. Puis t'as réussi pas pire, hein? Ben, en fait, j'ai réussi. Tout est relatif, là, mais j'ai trouvé le moyen quand même de me retrouver à l'université un moment donné. J'ai trouvé quand même le moyen de finir un genre de cours collégial. Ouais. Je suis sorti plus tard de l'école que tous mes amis, toute la gang. Puis, tu sais, si tu considères le chemin normal, puis tu sors de ce chemin normal-là, c'est-tu ce que tu définis de atypique? C'est-tu parce que tu as changé de programme? Ou, parce que c'est pas parce que tu changes de programme ou tu finis plus tard l'école ou que tu es un peu mêlé, tu sais pas où tu veux t'en aller dans la vie, que faut qu'on distingue atypique, là. Je pense pas. Non, c'est sûr. Je pense pas que c'est par rapport aussi aux défis personnels et de ma vie personnelle et puis collégiale que je considère atypique. Aussi, je pense que l'école m'a un peu étampé atypique également. Moi, je travaillais pas pendant mes études, seulement l'été. Je vivais des prêts et bourses, puis même encore là, j'avais beaucoup de difficultés, j'avais des problèmes dans ma vie personnelle que parfois ça a affecté mes études. J'ai vécu des échecs. Je me suis remise en question aussi pendant mon programme. Ça a été difficile, ça n'a pas toujours été facile. Je pense que tout le monde le vit aussi un peu. Fait que c'est les notes, tu as eu de la difficulté à finir des cours, à finir des sessions? Ou... Oui, j'ai eu des échecs, effectivement. C'est ce qui a aussi prolongé mon programme. Mais je me suis remise en question quelquefois à savoir si vraiment je voulais continuer dans cette voie-là, dans ce programme-là. Est-ce que j'étais vraiment faite pour ça? Aussi, justement, les problèmes personnels rendaient la vie un peu plus difficile. Fait que parfois, je me disais que c'était mieux d'aller tout de suite sur le marché du travail. Puis finalement, j'ai réussi à quand même trouver certains outils, moyens pour pouvoir continuer malgré ça. Puis aussi, ça a été beaucoup de travail sur moi pour pouvoir passer au travers l'école en tant que tel. Faut se le dire, moi, je suis pas la meilleure étudiante au monde. Là. J'ai pas des notes de fou pis tout ça, mais je suis quand même bonne sur le terrain. Là. C'est pas... Combien de personnes, parce que vous êtes plusieurs là, dans ces cours-là, là, il y a combien d'étudiants en moyenne, dans ta cohorte? En moyenne, on rentre par cohorte par année environ 80 élèves. OK. Faut savoir que tout au long du parcours, il y a des étudiants qui lâchent la technique pour X raisons. C'est pas une technique qui est facile, elle est quand même contingentée. C'est une technique qui est condensée. On a beaucoup d'heures, beaucoup de travail et de stress. Il faut savoir aussi qu'à l'école, on a des cours de chirurgie, d'assistance chirurgicale, dentisterie. C'est de la médecine, en réalité. Là, oui, exactement. On a des cours où on fait des examens sur des animaux. Je veux dire un examen de santé normale. On va regarder la température de l'animal, ses ganglions et tout ça, puis on va faire des vaccins et tout, là. Donc, c'est encadré par des médecins vétérinaires qui travaillent au quotidien avec nous, qui sont nos enseignants dans le département. Puis, c'est très bien encadré. Souvent, on va utiliser également les animaux des étudiants. Donc, oui.
Attends un petit peu, là. Vous utilisiez les animaux des étudiants, genre, pour faire des tests ou genre non, de la dissection? Y a-tu un ami dans la classe qui a un chien que ça ne tente plus de l'avoir, genre? Non. Souvent, quand je parle utiliser, c'est que c'est vraiment comme une pierre, une espèce de clinique. On l'a perdu. Ben oui. Non, c'est un peu comme une clinique, dans le fond. On a un secrétariat avec les dossiers médicaux. Okay. On a des classes, un côté qui est vraiment plus... comme une clinique, là, dans le fond. On a des petites machines pour des tests sanguins, des ordinateurs pour remplir le dossier médical pendant qu'on fait, dans le fond, surveiller les fréquences cardiaques, fréquences respiratoires. Vraiment vérifier, on nous montre comment faire un examen physique complet. Puis l'animal, il n'y a pas de douleur ou quoi que ce soit. L'animal, il vient pour la journée. C'est l'étudiant qui vient le matin avec son animal. S'il a besoin de vaccin aussi, tout dépendamment où est-ce qu'on est rendu dans le parcours scolaire. Il y a des gens qui amènent leur chien parce qu'ils ont besoin de vaccins. Donc, ils vont se pratiquer eux-mêmes à faire des vaccins sur leurs animaux ou les animaux de leurs partenaires de laboratoire. Laboratoire. Nous, on appelle ça des laboratoires, mais c'est vraiment, comme je vous dis, comme des cliniques. Ouais, exactement. Puis, y a-tu des gens qui vont... Parce que comme... je pense que c'est à l'Université de Montréal là, qu'il y a le programme d'antistorie, puis il y a des... tu peux aller te faire soigner, c'est ça, les soins dentaires là-bas. Faites-vous ça aussi, mettons, pour des gens qui ont des animaux. Tu sais, mettons, mon chien file pas, là. Ben, en général, c'est vraiment pour les animaux des étudiants mettons, ou des connaissances des étudiants. C'est ça, OK. Parce que, tu sais, si ça donne pas qu'un des étudiants du programme ait un animal qui file pas... Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. C'est sûr que nous, on fait pas des... Il y a tout le temps des animaux qui filent pas quelque part. Mais on fait pas des grosses problématiques de santé. C'est vraiment souvent les animaux qui sont en santé quand ils viennent nous voir. Okay. Puis, pour les détartrages, c'est juste, on le sait, un animal a besoin de détartrage, ben on va l'amener à la clinique. Puis les dossiers, les demandes sont évaluées aussi par les vétérinaires pour savoir, tu sais, qu'on ait des animaux qui sont bien mentalement pour pouvoir gérer des étudiants. Là, je veux dire, on est quand même formés d'une manière assez encadrée là, pour pouvoir bien s'occuper de ces animaux-là. On est vraiment doux, on est dans le domaine parce qu'on aime les animaux, donc on en prend soin, d'autant plus que c'est les animaux de nous, les étudiants, donc on en prend le plus grand soin. Mais non, il n'y a pas de grosses plaies, on ne va pas voir un animal en urgence ou quoi que ce soit. On cédule les heures de cours, puis on amène notre animal. Notre animal est là pour la journée. Il y a des gens qui vont sortir ou nous-mêmes, on va aller sortir notre animal entre les cours, puis on va faire les vaccins ou bien le détartrage dans la journée ou la procédure, dans le fond, qu'il y a besoin. Ça, c'est ce que tu appelles le terrain. Oui, c'est un peu le terrain. Alors, je veux juste comprendre une chose, parce que tantôt, on parlait de parcours atypique. Là. Moi, j'ai vu une de mes meilleures amies... je l'ai vue parce que j'ai habité avec elle pendant pratiquement tout mon bac à l'université. Elle étudiait en pharmacie. Sandra, tu me vois, salut. Aujourd'hui, elle est propriétaire d'une pharmacie. Puis moi, je l'ai vue gober des livres. Mais c'était comme hallucinant. Là, je veux dire, je peux pas comprendre comment un être humain pouvait se rentrer dans le crâne autant de matière, puis il pouvait passer des nuits debout. Honnêtement, c'est ce que je ressentais aussi pendant mes cours. Alors, comment... Y a-tu ça? Il y a des grosses parties théoriques aussi. Théoriques de par cœur, où tu dois apprendre... Il y a des choses par cœur qu'on doit apprendre, c'est sûr. On a vraiment une théorie. Mettons, si je prends par exemple un cours sur la chirurgie. On va avoir un 4 heures de cours laboratoire, comme on appelle, qui est pas, je rassure les gens qui écoutent, c'est pas vraiment un laboratoire, là. C'est plus comme ce qu'on appelle un laboratoire quand on a des cours au collégial, là. C'est vraiment, on se présente, puis on va travailler, on va pas juste faire de la lecture tout le cours. Mais on a aussi des parties théoriques durant la semaine où on peut avoir des 3 heures de cours que c'est simplement de la théorie. Puis il y a beaucoup de matières, comme par exemple en pharmacologie, où on doit... apprendre des éléments par cœur. Oui, par cœur. Et tout ça. Et des combinaisons de médicaments, exactement. Des dosages. C'est bon. Oui. J'ai retenu 2-3 mots, je les ai placés dans une phrase. On avait peut-être oublié de te dire que des fois, on manque un peu de discipline. Non, c'est correct. C'est parfait. Mais non, donc oui, on a beaucoup de théories aussi en arrière tout ça, beaucoup d'études. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus à l'aise à mémoriser les choses. Mais oui, beaucoup de théories. C'est ça aussi qui m'a mis un peu plus de difficultés durant mon programme. Ouais. Mais quand même, alors tu sais, si on prend tes notes aujourd'hui, peut-être que je suppose que tes notes qui avaient rapport avec des choses plus pratiques étaient peut-être plus élevées, tes notes qui avaient rapport avec plus de matières théoriques étaient peut-être plus basses. Exactement. Mais sur une cohorte de 80, tu m'as dit 80 et quelques élèves tantôt,
il y en a combien qui ont eu la chance? Puis là, on ne parlera pas nécessairement de chance parce qu'on fait sa chance. Puis dans ton cas, tu vas nous expliquer que c'est vraiment pas de la chance. Tu es allé chercher ton stage. Là. Il y a combien sur les 80 qui se sont ramassés en Afrique du Sud? Au total, on était 15. 15 étudiantes. On s'est divisé en 2 groupes. Donc, moi, je suis partie dans le dernier groupe en avril. Puis dans mon groupe, on était environ 9, là. 9 étudiantes avec une enseignante vétérinaire qui est venue également avec nous. Puis une technicienne en santé animale qui a gradué à Lionel Gros également, mais qui a parti le projet il y a quelques années, qui était là également présente avec nous. C'est elle qui a été un peu notre pont, qui a parti le projet Audrey Joly, qui s'appelle. Elle a parti le projet, puis honnêtement, je lui en remercie. Je suis reconnaissante de ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres gens aussi qui sont derrière ça pour monter ce projet-là qui est quand même assez complexe, mais qui en vaut grandement la peine. Alors, sur 80, je comprends bien, il y en a peut-être une dizaine là, qui se sont trouvés là-bas en Afrique du Sud avec toi au même moment. Oui, avec moi au même moment, une dizaine, oui, exactement. Alors là, on s'en va en Afrique du Sud. Ouais. Je veux dire, billets d'avion, logement, les visas, un paquet de trucs. Il y a des dépenses qui entourent tout ça. C'est un stage qui coûtait combien? Il fallait que tu trouves combien d'argent pour aller là-bas? Entre 6 500 et 7 000 $. Alors, c'était pas parqué dans ton compte de banque, là, cet argent-là? Non, du tout. Je suis partie, je pense que c'est ça qui m'a découragée au départ. Là. Je suis partie de zéro, carte de crédit pleine, 800 $ par mois, à peine de quoi pour mettre de côté. Puis, c'est sûr, mes parents ils ont été quand même présents beaucoup pour m'encourager, mais financièrement, c'était un peu plus difficile. Mon père m'a quand même un peu donné de sous, mais c'est loin du 7 000 $ que j'avais de besoin. Tu avais combien de temps pour récupérer amasser cet argent-là? 1 an. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que moi, quand j'ai décidé de vraiment embarquer dans le projet, on devait effectuer un dépôt. C'est des dépôts qui se sont faits durant cette année-là. Puis, avant de partir durant les vacances d'été, j'avais un total de 2 800 $ à donner que je n'avais pas. C'est-tu à ce moment-là que... Parce que quand on s'est rencontrés la première fois, je pense que tu as mentionné qu'il y a des gens qui t'ont... pas découragé, mais qui t'ont peut-être incité à peut-être laisser tomber le projet. Non, ça, c'était plus il y a 2 ans. Moi, j'ai deux amies, Amélie et Alessia, qui sont parties il y a 2 ans faire le même stage que moi. OK. C'est là que j'avais eu ma première piqûre, mon premier petit coup de cœur pour ce stage-là. Puis, j'en ai parlé avec des gens. C'est sûr, j'ai parlé un peu de mon histoire, du fait de ma situation financière et tout. Puis là, on m'a dit que c'était beaucoup d'argent, que c'était beaucoup de temps, que... C'était peut-être pas une bonne idée. Non, c'est ça, que c'était peut-être pas une bonne idée. Fait que ça m'a quand même découragée, je pourrais dire. Puis plus qu'on approchait de la date butoir pour faire les démarches il y a 1 an, bien, je me suis dit, ça fait longtemps que je travaille fort pour pouvoir faire ça, puis j'ai jamais voyagé, j'ai jamais vraiment été capable de faire quoi que ce soit de vraiment extraordinaire, si je peux dire. J'ai tout le temps été très, très, très serrée. Donc là, je me suis dit, c'est ma chance, puis je le fais. Là. C'est là que je le fais. Puis j'ai commencé à aller chercher de l'aide à droite et à gauche. C'est sûr qu'on m'a dit non souvent aussi. Comment tu as commencé ça? J'ai commencé par faire une demande d'aide à une fondation pour qu'elle m'octroie, dans le fond, une première partie de l'argent que je devais débourser. Puis, je crois que pendant environ 4-5 mois, c'est pas plus, mon père a aussi ramassé de l'argent pour le dernier dépôt avant les vacances d'été. Donc ça, c'est les premières démarches que j'ai faites. Ensuite, j'ai des gens de ma famille, Mathieu et Andy, si vous m'écoutez, qui m'ont fait un super tournoi de balle-molle sur la Rive-Sud, d'où je suis un peu originaire. Et honnêtement, ça a vraiment fonctionné. Puis là, j'ai ramassé un beau gros 1400 $ durant une journée. Donc ça m'a enlevé un petit peu de poids sur les épaules, puis ça m'a redonné un regain d'énergie. Mais quand je suis revenue à l'école, là, il a fallu commencer à faire les dépôts. Il manquait combien à ce moment-là? Il manquait encore beaucoup. J'ai perdu les comptes, je vous dirais, honnêtement. Là, à un moment donné, j'ai perdu les comptes parce qu'on dépendait tellement de personnes différentes. L'argent n'allait pas juste à un endroit. Je devais le donner à différentes personnes pour les vaccins, pour... l'avion. Honnêtement, avion, hébergement. Oui, c'est ça. C'était beaucoup d'argent qui allait à différents endroits. C'était
on suivait pas nécessairement les dates qu'on nous avait données pour les dépôts non plus. C'était tout le temps aléatoire, ça changeait. On n'avait plus de ligne directrice vers la fin, là. Ce qui était un gros stress parce que je ne savais pas c'est quand j'allais avoir le prochain dépôt à effectuer. Puis, à ce moment-là, il a fallu que je pile sur mon orgueil, puis que... Mais il devait te manquer peut-être, rendu là, on parle, mettons, la moitié. Ou plus. Un petit peu plus que la moitié, oui. Ça a été beaucoup d'ouvrages. On a fait des choses en équipe. Le tir au parc, je crois que c'est sur la Rive-Nord. On a fait une journée super extraordinaire de tyrolienne, de Vieira Ferrata. Ça a super fonctionné. Mais on est tellement beaucoup dans ce projet-là, 15 étudiants... J'ai réalisé que je pouvais pas me fier sur le fait qu'on allait faire des activités de groupe pour financer le reste de mon stage. C'est ça, parce que si tu dépends parce qu'il devait avoir là-dedans des gens qui... il devait avoir des gens qui étaient probablement déjà avant moyen d'y aller, qui faisaient des levées de fonds peut-être pour se faciliter le budget, là, mais qu'en réalité, dans le pire des scénarios, il aurait été pareil. Oui. Probablement que dans ton cas, si les financements ne fonctionnaient pas, non, c'était pas de Il y en a qui travaillaient aussi, chose qui n'était pas mon cas. Donc, j'ai été voir encore la même... Tu dis t'as pilé sur ton orgueil. Oui. Vas-y donc. Je m'en viens, là. Okay. J'étais allée voir la première fondation qui m'a aidée. Puis, eux organisaient une loterie voyage. Donc là, c'était de vendre des billets de l'auto-voyage au coût de 20 $. Mais moi, j'avais 10 $ qui me revenaient à moi directement à ce moment-là. Faut savoir que, oui, j'ai une grande famille, mais ils n'ont pas les moyens, ils habitent loin. Ça venait compliqué quand il fallait que je vende des choses. Donc, j'ai parlé avec des gens qui travaillent au collège, des gens qui m'ont, dans le fond, servi de fil conducteur pour avoir un réseau de personnes. Et à ce moment-là, j'ai dû piler sur mon orgueil parce que je devais parler de mon parcours, de mon histoire à des gens qui m'étaient complètement étrangers. Et moi, j'ai un peu cette difficulté-là à parler de moi. Et je suis quand même quelqu'un de timide, même si ça paraît pas nécessairement au premier abord. Et ça paraît pas vraiment au premier abord. Non, non, ça a été difficile à ce moment-là. Là. Fait que là, tu es en train de me dire qu'on t'a demandé d'aller faire des ventes. Il fallait que tu ailles faire une vente. Oui, il fallait que je parle de moi. Fallait que je me vende moi-même aussi. À qui, genre? C'était à des gens que j'avais jamais rencontrés, des gens qui travaillaient au collège, ici et là. C'est principalement au collège que j'ai vendu la majorité de ces billets-là. Il y a aussi une fois, il a fallu que j'aille dans un événement bénéfice où on m'avait invité pour pouvoir justement vendre ces billets-là. Et encore une fois, il y avait énormément de gens, j'étais pas à l'aise, je connaissais aucunement personne qui était là, j'étais la seule fille étudiante aussi sur le terrain. C'était quand même difficile. C'est drôle, tu parles des gens que tu connaissais pas. Ouais. J'ai, dans mon parcours, moi, d'athlète, j'ai été obligé de faire un peu la même chose. Obligé. J'ai eu un événement où c'était un événement bénéfice où j'ai été conférencier, mais devant tout le monde que je connaissais. Ça a été, pas pire, parce que ça a quand même bien été, mais moi, je pense que de parler à des gens que tu connais pas, à la limite, c'est peut-être plus facile que de parler à des gens que tu connais. Ouais. Moi, j'avais comme 100 personnes devant moi que je connaissais sur les peut-être 200 qu'il y avait dans la salle, là. Puis, j'étais intimidé pour une des premières fois parce que je suis quand même assez à l'aise à parler en public. Puis ça, cette fois-là, j'étais comme, wow, c'est toute ma famille, mes chums. Ouais, c'est ça. Là, j'étais comme, là, je veux pas dire de quoi qui vont dire, hey, il a pas fait ça. Ou, fait que, parenthèse là, sur ce que tu disais, que c'était des gens que tu connaissais pas, mais bon, t'étais rendu à dire que Fait que il a fallu que tu fasses les démarches de parler de ton parcours. Mais j'avais peur qu'on me prenne en pitié, surtout. Ouais. J'avais peur qu'on me prenne en pitié, puis que c'était pour ça qu'on m'aidait. Puis finalement, au fil du parcours, j'ai juste réalisé que les gens que je rencontrais étaient merveilleux, inspirants, qu'eux aussi avaient des belles histoires, puis qui voulaient juste redonner en retour, puis qui étaient aussi intéressés par mon projet de stage. Ouais. Puis c'est pour ça qu'ils m'aidaient. C'est un projet cool. Fait que, tu sais, ça rejoint les gens, c'est sûr, là, tu sais. Oui, exactement. Puis j'ai été contente, là. Tu leur disais quoi? Tu structurais ça comment? C'est curieux, là. Tu leur parlais du stage en particulier? Au départ, c'est pas moi qui qu'est-ce parlais. que ça allait t'amener? Ou... Oui, au départ, c'est pas moi qui parlais. C'était la personne ressource qui m'aidait. Et la manière, au départ, qu'elle me présentait, c'était... voici Tania, c'est une étudiante. Chaque année, je prends une étudiante dans le besoin pour l'aider. Oui, ça s'était amené comme ça. Okay. Wow, okay. Donc, c'était un peu difficile. Les mots étaient peut-être parfois crus pour moi. Ouais. Mais les gens
était plus portée à écouter ce qu'on avait à dire. Puis là, ensuite, c'est ça, je parlais du fait que je partais en Afrique du Sud pour faire un stage pour ma fin d'études, ce que j'allais faire peut-être, possiblement là-bas et tout ça. Les gens étaient intéressés. Puis c'est comme ça que, tranquillement, pas vite, les gens, ils se parlaient entre eux, puis que j'ai pu vendre assez de billets aussi. Par la suite, après le temps des fêtes, c'est sûr, pendant le temps des fêtes, j'ai pas fait grand-chose, on va se le dire. Les gens sont tous partis en vacances. Noël, ça coûte cher aussi. Mm-hmm. C'est dur d'aller chercher de l'argent après les fêtes. Là, Oui. Puis là, il y avait quand même un certain stress qui augmentait parce que moi, après les fêtes, j'étais en session intensive. OK. J'avais un 5 semaines où c'était 15 cours condensés en 5. Donc, c'était quand même très stressant. Puis, à ce moment-là, j'ai commencé à paniquer un petit peu. Il me manquait encore beaucoup de sous. Puis, je savais pas trop comment m'y prendre. J'ai appelé des entreprises pour demander des appuis financiers. Quand même, hein? Je me suis fait dire non à plusieurs reprises. C'est certain. J'ai aussi demandé à des entreprises si je pouvais pas aller vendre d'autres billets pour la loterie. Ça aussi, on me l'a refusé. Il y a beaucoup de choses que j'ai demandé et qu'on m'a refusé. Ça aussi, ça a été difficile. C'est fait dire non. Les entreprises sont beaucoup sollicitées aussi. Ouais. Hein. Il faut avoir un projet qui est prête, qui est valable, qui va chercher les gens. Pour réussir à te différencier, là, disons que tu vas vers t'approches une entreprise comme partenariat, comme commanditaire, comme pour participer à un événement, puis c'est rendu, il faut que tu aies quelque chose à offrir, parce que sinon, les entreprises sont sollicitées à gauche et à droite, puis c'est leur budget de commandite, si on veut, ou de support aux différentes causes sont passées. C'est difficile pour les entreprises, des fois, d'en remettre plus, puis d'en remettre plus. Fait qu'il faut que tu aies un bon timing d'arriver à approcher l'entreprise quand le timing est bon pour eux autres, qui est bon pour toi, que tu as une bonne cause à apporter. C'est comme... le défi est grand, là. Y avait-tu des jeunes dans ta situation, dans le même processus ou qui couraient après l'argent aussi à ce moment-là? Y en avait-tu d'autres ou t'étais pas mal... Ben, je pense Est-ce que vous parliez entre vous autres des sommes d'argent que vous avez accumulées, ce qui vous manquait? Est-ce que vous partagiez ces choses-là? Oui, c'est sûr qu'on parlait beaucoup des dépôts qu'on avait à faire, du fait que ça coûtait cher, que des fois, on trouvait ça un peu compliqué. À savoir si tout le monde cherchait, c'est sûr que je pense que tout le monde cherchait un peu à le financer sans que ça sorte de leur poche, là. Il y a quand même des étudiantes qui travaillent fort aussi, puis j'enlèverai jamais ça à mes coéquipières qui ont été là. Mais je pense qu'à ce moment-là, je travaillais peut-être un peu plus qu'eux autres. Que certaines. C'est ça. Fait qu'il y en a pas là-dedans qui ont nécessairement abandonné par faute de trouver des moyens. Une fois qu'on était embarqués, je pense qu'on s'est donné... assez à 100%. C'est sûr que des gens, moins que d'autres, ont participé aux événements bénéfices de groupe, mais je pense qu'à ce moment-là, eux autres faisaient peut-être ça de leur côté. Ouais. J'ai fait aussi des demandes de financement pour le groupe aussi au complet, parce qu'on est une équipe, veut pas, puis le fait de travailler en équipe comme ça faisait en sorte que ça renforçait les liens. J'allais passer un mois avec une gang de filles en Afrique. Fallait que je me rapproche d'eux autres puis que je m'entende bien. Hein. Comment t'aboutis au Club Optimiste? Oui, comment ça s'est passé? C'est ça, par... Elle est là. Ouais. OK, excuse, c'est bon. On l'est-tu dans nos têtes? On pense pareil. Télépathie. C'est suite, dans le fond, justement, à la session intensive. J'étais en pleine session intensive quand j'ai réalisé qu'il me manquait quand même beaucoup de sous. Mes projets d'autofinancement, je savais pas combien ça allait me donner encore. T'étais à combien de mois de partir, excuse, à ce moment-là? Je me rappelle plus. C'est proche, là. Quelques mois. Puis t'es ça. Parti en avril? Oui, c'est ça. C'était quelques mois parce que... Il restait 2-3 mois, là. C'est ça. Fait que là, ça urgeait, là. Oui, ça urgeait. Donc là, à ce moment-là, moi, j'ai regardé sur le net, j'ai eu vent du Club Optimiste. À ce moment-là, je leur ai envoyé une lettre de présentation avec mon projet, puis une demande d'argent fixe que je demandais à la fondation. Que je pensais avoir besoin. À ce moment-là, je crois que c'était un 1000 $. Puis, suite à ça, on m'a réécrit. On m'a demandé des détails. On m'a demandé aussi... j'ai fait un appel conférence avec un des membres du Club Optimiste. Puis, suite à ça, je lui ai expliqué vraiment mon projet en détail. Tout ça, je ne l'ai jamais rencontré en personne. Il m'a demandé de lui fournir aussi des détails sur ce qui me restait à donner... à ce moment-là, je me suis dit, je vais mettre toutes les chances de mon bord, je vais faire plein de gros tableaux bien détaillés
pour être sûr d'avoir ce financement-là qui me manquait. Là, donc, excuse, t'as-tu vu les tableaux, Pat? Non, moi, je les ai pas vus. Non, il n'y a personne qui les a vus. OK. Mais t'es encore les tableaux? Oui, ils sont à quelque part dans mon ordinateur, mais c'était vraiment l'argent que j'avais fait, d'où qu'elle venait. Elle avait servi à payer quoi? J'avais même la date des paiements que j'avais effectués. Ouais. Ensuite, c'était... T'es arrivé préparé, là. Oui, qu'est-ce qui me restait à payer, quand ça devait être payé, puis pourquoi ça devait être payé. Puis ensuite, j'avais aussi également fait un tableau de valeur que je croyais gagner avec les financements que j'avais en cours. Ouais. Puis, suite à ça, le Club Optimiste a fini par m'octroyer une bourse. Ils m'ont même donné plus que ce que j'avais demandé, ce qui a été une agréable surprise. Et avec ça, j'ai pu également m'acheter le matériel nécessaire parce que moi, j'avais aucun vêtement adéquat. On avait quand même une liste de vêtements à porter. On ne peut pas porter n'importe quoi là-bas non plus. Donc, grâce à ça, j'ai quand même aussi pu m'habiller convenablement pour là-bas, puis m'équiper pour pouvoir faire ce voyage-là. Puis... par la suite, l'ensemble safari, là, comme on voit dans les films, avec le chat beige. Avec le petit kaki. Tu l'as appris, ils t'ont appelé pour te dire que tu allais recevoir une ils m'ont appelé. Bourse, comment t'appelles ça? C'est une bourse ou c'est un don, dans le fond? C'est un appui financier. OK, fait qu'ils t'ont versé un appui financier. Ils t'ont appelé? Oui. Comment ça s'est passé? Je veux dire, là, ils t'appellent, là. Je veux dire, là, ils disent bonjour... Tania, voici... c'est le bâtiment Sainte-Thérèse, c'est ça? Oui, exactement. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, écoute, Tania, le comité s'est rencontré ta journée, tout ça, et au vu, dans le fond, de ce que tu nous as fourni comme documentation, les efforts que tu as mis, aussi les appels téléphoniques, les échanges qu'on a eus, on a été bien impressionnés. Donc, voilà, tu as été accepté pour la bourse, mais à ce moment-là, on m'a pas dit le montant. C'est par courriel que j'ai vu les détails. Puis là, j'ai vu que j'avais reçu plus. Puis j'étais vraiment... comment? Un peu émue. Un peu émue, parce que là, ça m'enlevait tellement toute la pression que j'avais pour le rush de la fin de session, pour avoir les bonnes notes, pour pouvoir... Parce que même si je passais... Même si j'avais tout l'argent, ça me prenait les notes avant d'aller en stage. Sinon, c'était un prérequis. Non, mais là, c'est une motivation à aller passer tes cours, par exemple. Là, tu te dis, mais reste que, non seulement il faut que tu ailles chercher les sous, mais en plus, c'est un détail que je savais pas, mais c'est qu'il y avait un prérequis au niveau scolaire. Non, c'est ça. Il faut que j'aille fini mes cours de technique pour m'en aller. C'est une autre pression. C'est quand même un 15 semaines condensé en 5. C'est une pression, mais c'est une motivation. Là, tu as le cash. Oui, c'est ça. T'as-tu, tu sais, parce que là, tantôt, t'expliquais que tu t'es fait dire non. Oui. Puis, tu sais, moi, je trouve qu'on est un peu d'une société un peu paresseuse ou confortable. On ne veut pas trop exposer nos enfants. Un jour, tu vas avoir des enfants, là. T'en as pas encore, j'imagine. Non. Fait que, tu sais, tu vas avoir des enfants ou, tu sais, nos propres enfants, on veut le mieux pour eux autres. On veut pas les exposer à trop de douleur. On veut rendre ça facile. Oui, mais c'est ça. Puis par la bande, on rend ça facile. Il n'y a rien de plus formateur que des bons noms puis des obstacles. Puis t'en as passé, tu sais, tu disais, t'as eu un parcours atypique, il a fallu que tu trouves l'argent, tu t'es fait dire non. J'imagine que la journée je suis partie vraiment de zéro, tu sais, fait que c'était la journée où on te dit, la journée où tu reçois cet appel-là, puis tu rouvres ton courriel, puis tu vois le montant, tu devais être ému. Oui, extrêmement. Si tu penses à ça, tu penses à le chemin dans lequel t'es passé, tu sais. Tu sais, ça te fait tellement réaliser. Je me suis dit, à ce moment-là, j'ai réussi, tu sais. Ben, c'est ça. Là, tu réalises que tu as réussi. Puis là, ben, encore là, on est à l'étape où tu l'as pas vécu, l'expérience. Tu sais, au moment où on parle, là, tu l'as pas encore vécu. Mais là, une fois que là, on va arriver, tu vas nous raconter un petit peu... parce que là, il y a plein de monde qui regarde ça puis qui se disent, on va voir les photos, c'est quoi qui s'est passé. Moi, je pense que, tu sais, je me mets à ta place... Puis je trouve tellement que le mérite, puis je veux rien enlever aux autres, mais tu sais, t'es allé, il y en a d'autres qui sont allés. Le travail que ça t'a demandé de te rendre là, le travail que ça t'a demandé d'aller chercher tout ce que ça prenait au niveau scolaire, au niveau financier, tu le fais, tu le réalises, tu reviens. Je sais pas si tu réalises, ça doit, là. Je pense que t'as l'air d'être assez consciente de tout ça, mais que tu réalises ce que ça va t'avoir apporté, non seulement là, mais pour plus tard, plus tard. Parce que le parcours que tu vas avoir, mais seulement le processus. C'est ça, on est en affaires, Dan est en affaires, moi je suis, puis on le sait que dans un processus d'entrepreneur, à un moment donné, tu as ces obstacles-là à vivre. Peut-être que tu vas être un jour entrepreneur ou pas, mais il y a des
il y a des choses que tu vas aller chercher là-dedans pour le reste de tes jours. Ce que ça va t'avoir apporté, la gêne que tu as réussi à vaincre pour aller parler à des gens. C'est incroyable le bagage que ça apporte. C'est incroyable en dedans de cette période-là, ce que tu vas avoir fait, ce que ça va t'avoir apporté en réalité. T'sais. C'est cool, ça. Juste d'être fier de soi. Ben oui. Le feeling de dire, hey, j'ai de la reconnaissance. Je l'ai fait. D'être reconnaître envers les autres, oui, puis d'être entouré. Mais c'est rare que tu vas te faire entourer quand t'es pas dans l'action, puis que t'es pas en train de prouver comment fin t'as, puis que t'es pas en train de le faire puis de le réaliser. Alors là, les gens vont se coller à toi. Ça aussi, c'est toi qui l'as provoqué. C'est comme, oui, merci de croire en moi, mais t'as démontré qu'on pouvait croire en toi. Ben, c'est ça, j'aurais pu dire à un moment donné, OK, j'ai juste des noms, j'ai pas l'argent, le temps est serré, j'y arriverai pas. Ça t'a-tu tenté à un moment donné de dire là, tant pis là? Pas voulu lâcher, mais j'avais peur de pas réussir. Seulement parce que je m'étais fixé un objectif, mais aussi pour tous les gens en arrière de moi qui m'ont aidé puis qui croyaient en mon projet aussi. Je le devais à ces personnes-là, puis je me le devais à moi-même. C'est un travail là, sur soi, c'est un travail... J'ai réalisé non seulement mon potentiel quand je me fixe un objectif, mais j'ai réalisé aussi qu'on avait beaucoup plus de ressources que ce qu'on pensait, puis c'est ça que je veux partager aussi aux jeunes. Quand on a des projets, oui, ça peut nous paraître une montagne, on ne sait pas où aller, où chercher, mais juste en parlant avec des gens, comme on a parlé, nous, les gens que j'ai rencontrés tout au long de mon parcours, ces gens-là peuvent être une source aussi d'inspiration, d'idées. C'est incroyable. Puis c'est pour ça qu'on invite des gens comme toi. Là, je dis on invite. Là, je suis rendu, un des les autres. Dans le cas présent, tu peux même t'attribuer le mérite au complet. Mais c'est toi qui l'as invité. Puis on en parle souvent avec l'organisme, on le fait. Ce qu'on veut faire, c'est mettre en valeur des gens comme toi, des gens qui réalisent des choses, mais une des raisons en arrière de ça, puis une des grosses raisons, c'est qu'il y a d'autres jeunes qui pensent des fois que il y a un mur en avant d'eux autres qui sont plus capables d'avancer ou qui a pas de solution pour réaliser leurs rêves, leurs objectifs. Puis là, ils écoutent ça, puis ils se disent, ben, finalement, ça se fait. De l'aide, il y en a. Si on se lève les manches, là, on peut le faire. Oui, c'est important que les jeunes le voient, ça, que ça se fait. T'sais. On réalise pas à quel point de l'aide on peut en avoir autour de nous autres. Non, j'avais pas conscience. Il y a deux choses que je retiens dans ce que tu dis. C'est que en dedans de nous autres, il y a une force qu'on peut aller puiser dedans. Oui. Puis quand tu commences à driller là-dedans, là, il y a quelque chose de magique qui se passe, c'est qu'autour de nous autres, plein de portes qui s'ouvrent. Oui. Il y a des gens qui sont prêts à nous aider. Puis, on l'a vu en démarrant cette fondation-là, les portes qui s'ouvrent. Puis, c'est juste de démontrer aux gens comment tu es sérieux là-dedans. Là. On a des choix à faire. On a le choix de se laisser faire dans la situation à laquelle on est ou de se donner les outils et la force de pouvoir continuer. C'est un choix. Oui, je sais, souvent les gens vont dire « Non, mais je peux juste pas ». Ben, un projet comme celui-là a prouvé le contraire. Un projet comme tous les invités que vous avez eus jusqu'à présent prouve le contraire. Quand on se donne la force, la possibilité d'y arriver, on peut y arriver. Hein? Puis même si t'es jeune, tu n'as pas d'expérience dans la vie, puis tu commences dans la vie, mets-toi en action, puis il y a plein de monde qui vont vouloir t'aider autour de toi. Là. Mais ça peut sembler facile à dire. Ah oui. Mais c'est pas facile à faire. Faut juste le faire. Quand tu regardes ce que ça a demandé à Tania, justement, comme elle dit, de passer par-dessus certaines pas peur, là, mais certaines barrières qu'elle pensait qu'elle avait. Je pense que c'est important que les jeunes qui voient ça réalisent que, regarde, ça se fait. C'est possible. Mais il faut se relever les manches, puis ça prend du travail. Ça revient à ce que tu disais tantôt, on voudrait que nos jeunes n'aient pas d'obstacles puis qu'ils l'aient facile, mais est-ce que c'est formateur de tout avoir facile? Mais non. Ça ne l'est pas, là. Non. Ça, c'est formateur. Oui, tu es en train de développer ton caractère, c'est ça. C'est ton gaz pour aller loin. Ouais. Tu veux-tu nous parler de ce qui s'est passé? Ouais. Parce que là, si je comprends bien, si je suis le raisonnement, moi, je suis pas bien vite, OK? Dans la vie, ça a-tu marché, j'ai fait un bac, là, mais ça a été difficile. Bac en ressources humaines. Fait que moi, quand j'ai fait mon choix, là, avant de rentrer au cégep, j'ai fait, OK, qu'est-ce qui est le plus facile? Sciences humaines, parfait. Mais en sciences humaines, j'avais pas peur de ce que je voulais faire là-dedans. Puis, à un moment donné, sciences humaines, parfait, j'ai passé j'ai réussi mon DEC. Fait que j'ai continué en ressources humaines après. Fait que c'était comme
c'est du gris. Fait que quand t'es dans le gris, tu peux broder plein de choses. T'as pris une autre tangente, par exemple. Ouais, éventuellement, là, mais je m'en allais où avec ça, là? On parlait de facilité de parcours puis versus les barrières. Non, ce que je veux dire, c'est que finalement t'as réussi. Oui. Si je comprends bien l'histoire, finalement. Ah, c'est ça, oui. Je parlais que je suivais l'histoire, là, j'ai failli la perdre en train de la perdre. Mais ça a-tu marché? C'est ça, finalement, parce que t'es allé en Afrique. Ça implique que tu as réussi tes cours, tu as passé tous tes examens, tu as réussi, parce que c'était une condition, il y avait 2 conditions, l'argent, le financement, puis passer mes cours de technique, tes notes. Fait que là, tu as reçu ta dernière, on t'a confirmé tes notes, tu as reçu ça, c'est quoi, tu es allé sur le computer, puis là, tu as dit, j'ai tout passé mes cours, puis là, il y a une confirmation. On avait nos notes avant de partir en stage. Moi, j'avais effectué un premier stage avant, donc on avait nos notes avant de partir en stage. C'était un prérequis, on n'avait pas le choix, donc... Le stress est toujours présent jusqu'à ce qu'on reçoive nos notes. Donc, oui. C'est la première fois que tu prenais l'avion pour aller aussi loin? Oui. Tu as pris l'avion pour aller une fois? J'avais jamais voyagé. Jamais... oui. J'ai déjà pris l'avion une fois, un 4 heures de vol pour aller voir l'une de mes sœurs. Mais l'expérience d'une douane... J'avais jamais vécu ça, j'avais jamais eu de passeport. Puis, il a fallu que je fasse une demande de visa aussi pour aller là-bas. J'avais jamais fait ça. Les vaccins. Les vaccins, j'avais rien à jour, ça aussi. Il a fallu faire ça, les vaccins pour la rage et tout ça. C'était plusieurs parce rendez-vous. Que là, tu t'en vas quand même, la rage puis tout ça c'est important, là, comme ce que je t'ai interrompu. Non, il n'y a pas de problème. C'est important, là, tu t'en vas traiter des animaux là-bas, là, fait que c'est comme important d'être... Oui, exactement. Donc, on a eu une grosse mise à jour des vaccins aussi pour aller là-bas et tout. Là. Donc, ça a été comme une grande aventure aussi, en même temps de faire le financement, en même temps de faire mes cours. Ça a été beaucoup de choses. Puis, plus on avançait dans le processus, plus je réalisais que ça s'en vient. Hein. J'ai hâte. T'as eu combien de temps entre le moment que t'as su, bon, ben, ça marche, j'y vais, puis... Vaccin, préparation... en fait, tout ça, c'est fait avant même. Dans le fond, on a commencé à l'automne pour faire tout ce qui est vaccin et compagnie. Okay. Donc, c'est vraiment... Tu faisais quand même les préparations en prévision de, sans savoir à 100% oui, exactement. C'était pour... exactement. Okay. Exactement. Puis là, quand j'ai reçu mes notes, j'ai su que j'y allais. Puis là, j'étais très, très... C'est plus fun d'être excitée qu'anxieuse, non? Oui, hein? C'est comme là, tout à coup, l'anxiété s'est transformée en excitation. Mais c'est quand même drôle, c'est que quelques jours avant mon départ, j'avais pas conscience que je partais. J'avais hâte, comme ça, un nuage. Mais j'étais pas plus excitée que ça, par contre. C'est quand je suis arrivée là-bas, le premier matin, quand on s'est levé puis qu'on est allé sur la route, ben c'est là que j'ai réalisé... J'étais en Afrique du Sud. T'as-tu les images? Et c'était incroyable. Moi, j'en ai, je vais en mettre. Parle-nous de ton stage. Fait que c'était un stage d'1 mois. Oui. C'est dans quel genre de milieu? T'étais dans quelle ville? Parle-nous de ça. Parce que là, c'est frais dans ta mémoire. Là. Ça fait pas longtemps que t'es revenu, là. Non, ça fait 1 mois cette semaine. Là, on va montrer des photos tantôt. Un décalage horaire. T'arrives là, t'es sur un décalage horaire en plus. On est arrivé, dans le fond... Fait que c'était un stage de 1 mois. Ouais. Nous, on a habité sur une ferme. Dans le fond, les fermes là-bas, c'est pas comme les fermes ici. Ça a une beaucoup plus grande superficie. Puis c'est des animaux typiques de là-bas. Donc des girafes, des zèbres, des antilopes qui vivent sur les fermes. Les fermes, ils font... C'est des fermes, je veux dire ici, là, les fermes, ça va être une ferme laitière, ça va être une ferme de porcine pour... Là-bas, ça va être aussi des fermes pour faire des safaris. Okay. Nous, on était sur une ferme, les Calous, que ça s'appelle, qu'on appelait affectueusement la maison tout au long de notre... Les Calous, ça c'est quoi ça? C'est la ferme sur laquelle on était. C'est leur nom, ça? C'est le nom de la ferme? Oui, exactement. Les Calous Safari Zipline, parce qu'il y avait une zipline aussi sur le site. Puis dans le fond, comment ça fonctionne, ils ont toutes des petites habitations vraiment toutes cute, où est-ce qu'on peut loger pendant notre séjour. Okay. Ils ont une espèce de restaurant aussi sur place. Mais le matin, je me levais puis j'avais des facochères à côté de l'habitation. Là, Ils ont comme une vocation commerciale, cette ferme-là. Là, oui, en fait, l'Afrique du Sud, ce qu'il faut savoir, c'est contrairement au reste de l'Afrique, c'est majoritairement des fermes privées ou gouvernementales. Ah, OK. Donc, il n'y a pratiquement plus de savane sauvage en tant que telle. OK. Puis les gens, c'est ça, nous, on est habitués de travailler, mettons, justement, avec les vaches ici. Mais là-bas, les animaux qui sont communs, c'est vraiment les antilopes, beaucoup les antilopes. Puis ensuite, on a les girafes et compagnie, qui sont plus typiques de là-bas. Oui. Là, je vais y aller de cette... T'as pas revu les photos. Tantôt...
au début du show, on cherchait des photos. Là, on est dans une page Facebook qui s'appelle quoi déjà? Stage Afrique du Sud 2019. Fait que s'il y a des gens qui veulent voir les photos ou Ouais. aller voir, parce qu'on les passera pas là au complet, parce que je viens de me rendre compte qu'il y en a beaucoup. Oui, ben en fait, la photo qui est présente là en ce moment, c'est une photo qui a été prise par le premier groupe qui était présent. OK, Donc, fait que ça, c'est pas ton groupe, ça? Non, ça, c'est fait pas que là, mon groupe. toi, c'est-tu après ou c'est avant? Oui, c'est après. C'est après. Fait que c'est à partir de quelle date, mettons, que t'es arrivé là-bas? Je suis arrivée là-bas, je crois qu'on était le 10... le 10... Le 10 avril? Oui. OK, fait que dans ce coin-là, là, ici, là. Parfait. Okay. À partir de... Oui, à partir de là. OK. C'est un beau petit lémur, ça? C'est quoi, cette C'est un baby bush, un bush baby. C'est écrit sur la photo. Dans le fond, nous, on dormait tous parce qu'on est arrivés quand même à 3 h du matin après un bon 18 heures de vol. Donc, on est arrivés à 3 h du matin, on s'est couchés. Mais il y a une collègue à nous, Josiane, qui est une superbe maman de 43 ans qui graduait aussi avec nous. Josiane, elle a entendu le bush baby qui fait un peu le cri d'un bébé qui pleure. Donc, d'où son nom. Donc, c'est elle qui s'est levée durant la nuit et qui a pris une photo. Donc, c'était notre petite... Ça fait vraiment le son d'un bébé. Oui. Moi, je l'ai pas entendu. Je dormais vraiment comme une bûche. T'as pas vu les photos? Non, j'ai pas revu les photos. C'est ça, j'allais dire, avant le show, tu t'es comme devenu un peu émotive ou tantôt on regardait les photos t'as dit j'étais encore très nostalgique. Ouais. Je suis revenue depuis un mois, mais j'ai laissé une partie de mon cœur là. OK. Ça, dans le fond, c'est une espèce de ferme, réserve, je me rappelle plus trop pour être honnête. Il y avait beaucoup d'animaux comme ça là-bas. Puis on s'est amusé, là, nous, on avait du gros fun. Les premiers jours qu'on est arrivés, il y a plu. Donc, on n'a pas pu faire vraiment de travail de terrain. Donc, ils nous ont emmenés là. Puis on a vu les animaux. Puis on était comme des enfants. Non, mais là, des enfants ça, c'est un tigre, là. Oui, un tigre. Ça ressemble vraiment à un tigre, là. Ouais. Il était très, très près de nous. Non, parce que... C'est juste une petite clôture là, qui séparait nous. T'as vu des animaux en liberté, là? C'était pas... en liberté en tant que telle, c'est dans les fermes. Mais les fermes sont très, très grande, vraiment grande. Ça n'a rien à voir avec les fermes ici. Là. Okay. Je dis ferme, mais c'est des très grandes superficies. Puis en même temps, ça protège quand même les animaux là-bas. Là. Ça fait un bon contrôle de la population animale, puis ça protège les animaux. Ils sont pas dans des cages, là? Non, eux ici, oui, par contre, comme je vous dis, c'est comme une espèce de zoo, mais réserve un peu en même temps. Mais non, la majorité des animaux avec lesquels on a travaillé étaient sur des très grands territoires. On se promenait... en pick-up dans le secteur. Des fois, on ne trouvait pas nécessairement les animaux qu'on avait besoin de travailler avec non plus, parce que la superficie est quand même grande. Puis vos interventions, là, c'est sûr, parce que moi, je me rappelle de ce que tu as... Quand tu as parlé de ton parcours quand on s'est connus, j'ai été impressionné de voir tout le genre d'intervention que vous avez faites, là, puis c'était vraiment spécial, là, hein, vous avez eu à traiter des animaux, puis... Ça ressemblait à quoi, ce que... Qu'est-ce que j'avais à faire là-bas? J'étais un peu émotive. On a fait beaucoup de relocalisation, dans le fond. Souvent, c'est soit que les animaux avaient été achetés, soit des fois, je me rappelle une fois, on relocalisait un groupe entier de... je crois que c'était des buffalo, parce qu'il n'y avait plus assez d'herbe sur le territoire pour les nourrir. Donc, on les a relocalisés sur un pâturage plus fourni là, pour qu'ils puissent continuer. Comment ça se fait, ça? Ça dépend des espèces. Honnêtement, ça dépend des espèces avec lesquelles on travaille. Ça, ici, la photo, c'est du net capture qu'on appelle. Donc, à ce moment-là, le vétérinaire est vraiment dans un hélicoptère. Puis, il y a un pistolet avec des... T'as-tu embarqué dans l'hélicoptère? Oui, j'ai embarqué dans l'hélicoptère. Un peu comme des films, là. Fait que t'es habillé en beige avec un chapeau genre d'Indiana Jones. C'est pour ça que je parlais de ça tantôt. Puis là, le t'embarques. Parce que j'embarque tranquillement pour aller vers le plus fort. C'est ça. Elle s'en allait là. Mais... Moi, j'ai entendu des choses déjà, là, que je suis certain que ça en parle, c'est cool vraiment le net capture. Mais nous, à ce moment-là, c'est quand même cool, là, parce qu'on est dans une boîte de pick-up. Puis là, on attend juste d'entendre un qui signifie que le vet a lancé, dans le fond, le filet, puis qu'il a attrapé l'animal. Fait que là, à ce moment-là, nous, on s'accroche. On est, je sais pas trop combien dans la boîte de pick-up. On s'accroche, puis là, on va à toute allure dans le bush, puis on s'entend-tu qu'il n'y a pas de sentier prédéfini, là. Donc, on fonce quand même assez rapidement. On se tient. Là, on a l'adrénaline, le cœur qui bat à toute allure. Puis là, dans le fond, on arrivait là.
Pour cette procédure-là, on cachait les yeux pour diminuer le stress. On attachait aussi les pattes pour pas que l'animal se blesse à ruée ou nous blesse nous. Puis là, ici, on a Camille, une de mes collègues, qui donne un vaccin, dans le fond. On donnait des vaccins ou des tranquillisants aussi. Donc, elle, à ce moment-là, je crois que c'est le tranquillisant qu'elle donne. On veut pas non plus trop stresser l'animal pendant le déplacement. On veut que ça soit sécuritaire pour lui et pour nous. Donc, on le tranquillise. Puis, il est quand même réveillé, là. Il dort pas, il est quand même un peu réveillé. Mais il est beaucoup plus calme. À ce moment-là, c'est facile pour nous de le placer dans la boîte de pick-up avec nous puis de nous en aller pour le transférer à ce moment-là. T'es où sur cette photo-là? Moi, je suis avec les tresses puis le chandail vert kaki à côté de la fille avec le foulard rouge. Là, pour les gens qui écoutent le podcast, là, on est en train de passer une couple de photos. Là, vous irez voir sur la page Facebook qui s'appelle comment déjà? Là? Stage Afrique du Sud 2019. OK. Si vous êtes quelqu'un qui tripe sur les animaux puis qui a une passion pour les êtres vivants d'Afrique. Ils sont belles, mes amis. Alors là, on a une photo qui a par rapport, c'est pas des animaux, là, mais c'est tous tes chums, c'est ma super de belle gang avec qui j'ai partagé cette expérience. Et quand on regarde les visages de ces jeunes femmes-là... Ça, c'était au tout début, dans le fond, du stage. Là. Ils sont tous... tout le monde est souriant là-dessus, là. Tout le monde tripe, là. Il y en a des qu'on sourit encore plus, mais malheureusement, ils n'ont pas été mis sur la page, mais... sont extraordinaires. À ce moment-là, on est encore un peu timide. C'est le début de notre stage. C'est les premiers jours. Il faisait plus ou moins beau. On le voit, là, il y en a une qui a un foulard. Moi, j'ai mon manteau sur le dos, mais c'est des femmes extraordinaires. Non, puis vous allez vivre quelque chose que vous allez vous rappeler toute votre vie. Oui, exactement. Il doit se créer des liens incroyables là-bas. Oui. On a vécu puis on a partagé des choses. Là. Ça a été extraordinaire. Puis je les garde dans mon cœur énormément. Puis on espère tout un jour retourner là-bas pour faire ce qu'on faisait. Mais c'est ça, on a fait plusieurs interventions, que ce soit avec des antilopes, des buffalos. On faisait des vaccins, on faisait... aussi, c'est arrivé qu'on a trouvé un animal qui avait une plaie, dans le fond. Là, à ce moment-là, on nettoyait la plaie puis on faisait des traitements. Ça, c'est un antilope, on le voit pas bien, on dirait un autruche. Ça, c'est un antilope. Donc ça, c'est comme ça qu'on travaillait avec les moyens du bord dans une boîte de pick-up. C'est ça, parce qu'on n'est pas dans les conditions d'hôpital vétérinaire qu'on a au Québec, sûrement, au Canada. Non, exactement. Puis on a eu des interventions aussi qui étaient quand même assez impressionnantes. On a fait de la mass capture. Ça, dans le fond, c'est quand on veut relocaliser une grande variété, plusieurs espèces, pas espèces, mais animaux. Ouais. Puis, à ce moment-là, il y avait une grande équipe de Mapata Macha, qui est l'espèce de zoo ferme qui aide à ces relocalisations-là. Et il y avait vraiment une grande équipe. On est arrivé là, il y a ce qu'on appelle un boma, qui est une structure faite de bâches. Puis, avec l'hélicoptère, on amenait les animaux dans cette structure-là. Il y a des gens à l'intérieur qui couraient pour fermer des rideaux, pour que les animaux s'avancent d'eux-mêmes dans des camions de transport. Okay. Sur les camions de transport, il y avait des gens. Ils sont comme guidés vers... Oui, exactement. Ouais, okay. Puis nous, des fois, on était sur ces boîtes de transport-là et il y a des petites portes qui s'ouvrent. Donc, on pouvait, avec une longue tige, vacciner aussi au travers le camion. Okay. Oui, il y avait beaucoup de blessures aussi là-bas. Ouais. On a de là l'importance des vaccinations, sûrement. Oui, il y a des arbustes, ils ont des méchants pieds. Oui. Puis on se blessait quand même assez facilement. Fait que là, vous êtes là finalement, pour la relocalisation, ça consiste à guider comme les animaux vers le Pour cette procédure-là, oui. Quand on en a plusieurs, on a vraiment l'hélicoptère qui est dans les airs, qui va faire des bruits avec l'hélico. Ah, ça justement, ça c'est le boma qu'on appelle. Donc c'est comme le chemin qui guide, ça. Oui, exactement. OK, je comprends, là. Exactement. On le voit pas, mais il y a une structure un peu plus en entonnoir plus haut. Okay. C'est là, à ce moment-là, qu'on va séparer en sections, puis qu'on va fermer les bâches à l'intérieur. Puis nous, on était sur le dessus de ces camions-là. On voit justement un peu une de mes collègues qui monte sur le camion. Et ces portes-là, ils s'ouvraient. À un moment donné, j'ai eu un petit peu peur, par contre, là, parce qu'il y a un animal qui a sauté. Ça a ouvert une porte. Moi, j'étais sur le top. OK. Mais après ça, on a ri aux éclats. Là. Ça a été drôle. On a fait ça pendant 2 jours de temps. Il faisait super beau. C'était le fun. La température avait l'air de quoi, à ce moment-là? Est-ce que c'est chaud? Le matin, le soir, c'était frais. Mais oui, il faisait chaud, mais c'est des températures d'été, mais pour eux, c'est la fin de l'été. Donc, on avait des 25-30. Mais pour nous, mettons, là, 25-30, ça veut dire que c'est une température d'été à nous. Environ, oui.
Oui. Mais sauf qu'il n'y a pas l'humidité, donc c'était beaucoup plus supportable, je pourrais dire, là-bas. Mais c'est ça. On avait des vestes là, cette journée-là. Les filles ont des vestes justement sur le dos. Là. Mais en après-midi, on enlevait toutes nos vestes. On était en camisole, en short, puis on profitait du soleil. Maringouin, bébite? Nous, on nous avait dit qu'il allait en avoir beaucoup. Étonnamment, on n'a pas vraiment vu de moustiques. Ah, c'est pas un Québécois qui t'a dit ça, là. C'est mes amis qui avaient été, en fait. C'est mes amis qui avaient été, qui me l'avaient dit. Les gens aussi de là-bas. Mais on n'en a pas vraiment vu. Ce qu'on a vu beaucoup, par exemple, c'est des tiques. Ça, il y en a énormément. Ouais. Mais ils n'ont pas la maladie de Lyme. Okay. Mais énormément de tiques. Parfois, on travaillait avec des animaux. Leurs oreilles étaient pleines de tiques. On bougeait notre main, puis on en avait plein dessus. Okay. Ça, c'est un des buffalo avec qui... Quand on travaillait avec des buffalo individuels, aussi, en moment donné, il a fallu le lever avec une grue pour pouvoir l'installer sur... C'était quand même assez drôle parce que... nous, on l'installait un peu sur l'espèce de bâche pour le soulever, qu'on appelle un stretcher. Puis on faisait les vaccins et tout ça. Puis les employés, eux, l'attachaient après la grue, le montaient et le poussaient dans le camion. Mais il y avait un gars qui faisait comme du rodéo là, sur le buffalo. Là. On trouvait ça quand même assez drôle. Mais oui, c'est des grosses espèces. C'est pour ça aussi qu'on les met un peu sous sédation pendant qu'on les tranquillise un peu. Là. Puis surtout que les buffalos, ils peuvent être assez agressifs. Là. Mais puis là, on attendait, on faisait pas exprès non plus de prendre des photos. Là. On était en intervention, mais le temps de préparer les choses, l'animal est sédationné, fait qu'on en profitait pour faire des photos. Comme les là, animaux n'ont pas souffert. Tu te retrouveras pas tu sais, comme ça qui se retrouvent en contestation, là, qui se font dire qu'ils ont maltraité des animaux. Non, c'est ça. Il faut savoir que ce qu'on fait aussi, c'est pour faire des traitements, c'est pour faire des interventions, c'est pour leur bien. Là, dans le fond. Comme là, on avait fait des vaccins aussi sur ce buffalo-là. C'est énorme. C'est énorme. Qu'est-ce que tu as vu de plus gros là-bas? Y a-tu des rhinocéros dans ce coin-là? J'ai vu des rhinocéros, c'est sûr, mais on n'a pas travaillé avec eux. On les a vus plus en safari, nous. On est allé les voir parce que ça nous tentait de voir ces espèces-là, mais on n'a pas travaillé avec eux. Puis, il n'y avait pas le besoin. Girafes, beaucoup, tu disais qu'il y a beaucoup de girafes. Il y a des girafes, mais c'est parce que nous, dans le fond, sur notre ferme, il y avait des girafes. Donc, on en a vu des fois sur le bord de la route quand on se promène. Ils viennent près des frontières du parc. Donc, on les voyait. Vous n'avez pas traité de girafes? Pas de corps à corps, mais on a vacciné, dans le fond, des girafes en hélicoptère. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Okay. Donc, ça, c'était vraiment le fun... De prendre la carabine avec le dor, avec le produit de vaccin à l'intérieur. Puis c'est nous, les étudiants, qui avons vacciné les girafes en hélicoptère. Là. Je regarde tes yeux, là. Ouais. Puis c'est comme si tu étais encore là-bas. J'ai laissé une grande partie de moi là-bas. Moi, les Calous, j'appelais ça la maison. Les gens qui sont là-bas sont extraordinaires. Ça n'a aucun sens. Puis... sur un mois, tu as le temps de t'attacher. Non, clairement, j'y retourne. Clairement, je veux vivre des expériences comme ça et je veux partager, je veux aider d'autres gens à vivre des expériences comme celle-là. Ouais. C'est incroyable. T'es-tu la même jeune femme maintenant qu'avant que tu ailles là-bas? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Tellement de choses. Ma vision des choses ont changé un peu. C'est sûr qu'on remet tout en perspective quand on est confronté à une autre culture, à d'autres gens, la manière de vivre, la manière de voir les choses. Ma perception en tant que technicienne de moi-même aussi a changé. Premièrement, je pensais pas être capable de parler anglais du tout. Je suis pas la personne la plus bilingue au monde, mais j'ai été capable de comprendre, surtout, parce que parler, c'est une autre histoire, mais j'ai bien compris tout ce qu'on m'avait enseigné, parce qu'il faut savoir qu'on avait des cours aussi là-bas. Là. Je veux dire, par exemple, quand on vaccinait les girafes, on a vu un peu le vaccin qui était utilisé. On a parlé de différentes choses durant ce voyage-là. Il y avait un vétérinaire là-bas, je pense, qui était comme en charge de... Oui, exactement. Docteur David Pretorius. Lui, c'est celui qui nous a chapeautés tout au long de notre stage. Il dormait à la ferme avec nous. Même chose pour notre guide, Yann. Ils ont tous les deux passé le mois avec nous à nous chapeauter. Puis c'est lui qu'on se fait. Puis ce qui était le fun avec ce vétérinaire-là, c'est qu'il était tellement calme et il avait tellement une confiance en lui, mais en nous aussi.
Ça nous donnait confiance. Ça nous enlevait du stress. On était capable d'agir comme qu'il fallait dans les temps qu'il fallait. Y a-tu comme un protocole qui est différent, disons, au niveau de la pratique puis de l'approche? C'est peut-être pour ça que le vétérinaire de là-bas... Tu sais, ici, là, en Amérique du Nord, c'est très, très... Il y a beaucoup de barrières puis de protocoles. OK, si on fait ça. Toi, t'as pas le droit de faire ça parce que t'as pas tel grade. Ou... Ça se peut-tu que là-bas, c'est peut-être un petit peu plus... t'as peut-être un petit peu plus de latitude? Il y a plus de latitude, c'est sûr, parce qu'on travaille dans un contexte qui est complètement différent d'ici. Là, je veux dire, nous, à l'école, on nous en prend un encadrement, une technique, on nous en prend la stérilité et tout. Puis nous, on a pratiqué, dans le fond, si je peux prendre par exemple une vasectomie chez un lion, la photo qu'on avait vue. Ça ici, on a fait une vasectomie sur un lion. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est surtout des fermes, donc on veut faire aussi un peu un contrôle de la population pour pas qu'elle prenne le dessus sur d'autres espèces. C'est tellement gros, hein? Oui. C'est fou, hein? Ça doit être impressionnant. C'est extrêmement impressionnant. C'est une photo, là, mais imagine... On est loin du chat domestique, là. Oui, tout à fait. Là. Mais non, c'est complètement différent. Comme on peut le voir, l'animal est posé sur une table, il est maintenu par des briques, parce qu'on s'entend qu'on peut pas mettre grand-chose pour un animal aussi lourd pour le maintenir droit pendant qu'on fait la procédure. La pièce, on l'avait préalablement nettoyée, mais... C'est pas un laboratoire stérilisé que tu aurais ici. Non, exactement. Mais on travaille selon les moyens du bord, puis on n'a pas de machine anesthésique. Là. Notre meilleur outil là-dedans, c'est nous. C'est nos connaissances, notre confiance. Comment tu sais que l'animal est, disons, assez endormi, endormi ou assez anesthésié? Comment tu le sais? On va regarder les réflexes. On va regarder plusieurs facteurs, le rythme cardiaque et respiratoire. Ouais, okay. Donc, à ce moment-là, on peut vérifier le niveau anesthésique. Tu sais qu'à un certain point, ben là, l'animal est assez anesthésié pour procéder. Oui. Okay. En tant que tel, un animal qui est quand même bien anesthésié, si je peux y aller vraiment basique, il va pas avoir de réflexe, dans le fond, lorsqu'on va toucher au niveau des yeux ou des oreilles. Ouais. Mais il va quand même avoir des belles couleurs de muqueuse. Il va avoir un bon rythme régulier cardiaque, pas trop élevé ni trop bas. Donc, durant cette période-là, nous, on faisait une ligne de monitoring qu'on appelle avec un suivi de ses valeurs assez régulier, pendant que le vétérinaire s'occupait avec d'autres techniciennes, d'autres stagiaires de la procédure en tant que telle. Puis on échangeait les rôles aussi pour pouvoir voir ce qui se passait. Puis honnêtement, la lumière, c'était pas une lumière de chirurgie, on utilisait une lampe frontale. Donc c'était vraiment très, très basique. Puis il y avait des employés qui nous regardaient parce que la porte était ouverte du local, parce qu'on n'avait pas vraiment de lumière dans cet endroit-là. Mais l'animal c'est bien porté, on prend les précautions nécessaires. Ça s'est super bien passé, puis après ça, il s'est réveillé. Là. Chaque matin devait être une aventure. Oui, c'est sûr. Tu devais avoir hâte de te coucher puis de te relever le matin. Oui, on trouvait des lézards dans nos maisons. Là. La nuit, des fois, on se couchait, on avait des grenouilles. On entendait des fois les singes qui marchaient, qui marchaient sur notre toit, qui était en tôle. C'était incroyable. Souvent, comme je disais, on avait des phacochères proches des habitations. Juste, je sais pas, il y a des cactus là-bas. Je me levais le matin, je voyais un cactus par la fenêtre, un énorme cactus avec des fleurs dessus. Je voyais le sable rouge-orangé. Juste ça, c'était incroyable. Je me sentais bien, là. Puis là, tu reviens au Québec. Oui. Tu reviens au Québec, puis il y a tout le temps comme un genre de blues, là. Je sais pas si tu as déjà fait ça, Pat. Là, tu pars en voyage, puis tu te retrouves dans un endroit qui est complètement dépaysé. C'est rien qui est pareil comme le Québec. Tu reviens chez toi, puis là, tu fais comme « wow ». Souvent, on va comme peut-être remettre même en question, tu sais, t'en parlais tantôt, remettre en question des façons qu'on va vivre, des façons qu'on mène nos vies, parce qu'on a vu des choses différentes. Tu as vu des gens habiter là-bas qui ne vivaient pas une culture différente. Une façon de vivre. Hein? Qu'est-ce qui est changé de toi aujourd'hui? Ben moi, au départ... Qu'est-ce que... Je reviens sur cette question-là, puis je te l'ai posée il y a beaucoup de choses, mais mon plan de match au départ, moi, c'était de finir mes études, avoir un appartement, si je trouve quelqu'un, faire ma famille, puis vivre ma vie comme n'importe quel jeune adulte. Avoir une maison, t'acheter un char. Puis par après, je me suis dit... Cette expérience-là m'a appris qu'il n'y a rien qui presse en vie, que je suis encore jeune, que j'ai encore la possibilité de faire des projets, que je peux me donner l'opportunité de faire des projets qui vont me profiter, mais qui vont profiter aussi aux autres. Que dans la vie, j'ai réalisé que moi, je me voyais plus travailler avec des espèces comme ça
que les chats, les chiens... T'es consciente que c'est assez rare ici, hein? Oui, je le sais. je le sais. C'est une chance. Oui, j'ai une chance à court pas les rues. Non, c'est ça. Mais j'ai rencontré des gens inspirants par leur parcours, par leur connaissance. Puis, je suis quand même ouverte à peut-être d'éventuels projets dans ma vie future pour faire peut-être chapeauter d'autres groupes étudiants. Ouais. Que fais-tu maintenant? Que fais-tu maintenant? Maintenant, je suis en recherche d'emploi. OK. Oui, mais maintenant, c'est ça, mon objectif premier, c'est vraiment de pouvoir aller retourner en Afrique peut-être dans 1 an. Donc, je cherche un emploi. Là, je suis en construction de ma vie, comme je l'ai dit. Mais est-ce que tu devrais t'impliquer, disons, parce que je pense que tu disais qu'il y avait une personne que tu as nommée, s'appelle Audrey, ça se oui, peut-tu, Audrey Joly, qui a comme chapeauté un petit peu l'aventure pour vous autres? Ou qui elle a parti un peu le projet. Est-ce que tu devrais, mettons, aider à partir pour d'autres, puis que ça te permettrait peut-être de le vivre encore? C'est sûr que j'aimerais ça, mais je pense que ça, c'est le bébé à Audrey, puis je vais y laisser. OK. Mais... Tu devrais faire peut-être d'autres projets. D'autres projets, ça peut être ailleurs aussi. Ouais. Il y a tellement d'endroits, il y a tellement de choses à découvrir dans le domaine, mais aussi en tant que personne et individu. C'est incroyable. Aussi loin qu'un exil? Peut-être pas un exil, parce que j'aime quand même ma famille, mais c'est sûr que si j'avais le choix de passer la majorité de mon temps ailleurs, je le ferais. Okay. Je me sentais vraiment chez moi. Sans que ce soit un exil total, mettons, tu serais capable d'avoir une vie où est-ce qu'elle se passerait beaucoup dans des environnements comme ça. Ben oui, oui. Je me sentais dans mon élément là-bas. Là. C'est au jour le jour, TIA, puis... C'est-tu quelque chose que t'es... Il y a peut-être une nuance entre j'aimerais ça un jour le faire ou j'ai vraiment le goût de prendre les moyens pour le faire. Ah, c'est clair que je vais prendre les moyens de le faire. Là, c'est sûr que mon projet premier, c'est de retourner en Afrique et de prendre cette opportunité-là, justement, de parler de projets, peut-être, d'éventualités avec différentes personnes. Mais comme je l'ai dit, je pense que ce projet-là, c'est le bébé à Audrey, donc je ne veux pas lui enlever. Je vais créer mon propre bébé avec un autre projet, pouvoir aider les gens, puis voir ça d'un autre œil. Moi, je l'ai vécu en tant que stagiaire, mais je veux voir justement la différence que ça fait. David, le vétérinaire qui était là-bas, une des choses qu'il appréciait le plus... Lui est originaire de là-bas ou d'ici? Non, il est originaire de là-bas. Puis, ce qu'il préférait là-dedans, c'était vraiment de voir l'évolution des stagiaires à leur début puis à leur départ. Lui, son but, là, c'était de nous faire pleurer quand on partait. Puis moi, on dit, il a réussi. Je suis tellement orgueilleuse là-dessus, mais il a réussi. Puis j'ai pleuré, puis j'avais aucune gêne à pleurer. Puis j'étais comme, ça y est, j'ai été affectée comme j'aurais pas pensé. Puis... J'ai pleuré pendant un bon 3-4 jours. Surtout sur un mois, t'as le temps de... Sur un mois, t'as le temps de vivre des choses, t'as le temps de faire des connaissances. T'as le temps, c'est ça. Je suis revenue au Québec, faisait pas beau. On est en juin, il faut mettre des manteaux. C'était pas super. Pas beau. Non, c'est ça. Donc, ça a été un gros blues. J'ai encore des journées où j'ai de la difficulté, je dirais. Mais je passe par-dessus parce que là, j'ai un nouvel objectif, c'est d'y retourner d'ici 1 an. Donc, c'est des choses pour lesquelles... Là, tes études sont terminées. Oui, ben, en fait, il me manque l'épreuve uniforme de français, mais c'est un examen que j'ai fini. Donc, tu vas être prête à travailler dans ton domaine? Oui, mais dans le fond, comme je l'ai dit, avant, j'ai déjà travaillé dans mon domaine. Donc, je pourrais quand même. Mais là, je vais peut-être plus m'aligner sur d'autres postes qui vont m'apporter un peu plus que le milieu clinique. Oui. OK. Je cherche encore, mais c'est vraiment extraordinaire. Là. Il y a une chose que je peux te dire, moi, Tania, c'est que il y a des choses de fun qui vont arriver pour toi, parce que je vais revenir encore là-dessus, là, tant que tu as le feu dans les yeux comme tu l'as maintenant, parce qu'on le voit, comme tu l'avais probablement avant de partir aussi, parce que t'es allé, je veux dire, ça s'est pas arrivé par chance, tout ça, là. Non. C'est pas arrivé par chance, t'es allé chercher ton stage. Oui. Puis moi, je veux te féliciter parce que c'est inspirant. On a commencé l'entrevue en parlant de ça, comment c'était inspirant de croiser des jeunes. Puis il y en a plus qu'on le pense, parce que si on prend le temps de juste les écouter, il y a plein de jeunes passionnés autour de nous autres. Toi, t'en es un modèle. Puis moi, je veux t'encourager à partager tout ce que tu as vécu là-bas avec plein d'autres jeunes qui ont peut-être plein de doutes. Il y en a plein de jeunes qui pensent peut-être qu'ils ne seront pas capables ou qui pensent que c'est pas possible. Il faut savoir qu'on a tout notre bagage, on a toute notre histoire, mais quand on veut, on peut. Là, le petit dicton que tout le monde nous dit tout le temps, là, qu'on ne croit pas au début, ben
ça se peut, tu sais. Moi, je te remercie. Ça fait déjà 1h15 qu'on est ensemble. Pat, je sais pas si tu as aimé ton entrevue avec cette jeune femme, mais moi, je vais sortir d'ici tantôt en feu total. C'est le fun de croiser des jeunes comme toi, Tania. Ben moi, écoute, j'avais vu Tania déjà, j'avais déjà une... Fait que tu savais... Je savais que tu n'étais pas pour être déçu, puis que l'histoire était pour être... Puis là, ce qui est le fun, c'est que on a pris le temps d'en parler, tu sais, quand on s'est connus là-bas à la soirée optimiste, ben on avait comme chacun un petit 15 minutes. Oui, ça a été rapide. Fait que essayer de résumer des fois une aventure puis un parcours comme ça dans si peu de temps, on manque des choses. Fait que, tu sais, là, le fait de l'avoir entendu en détail, des motivations, le pourquoi, le comment, le résultat, fait que je trouve ça cool, tu sais, on a la chance d'entendre, puis c'est ce qui est le fun avec ce qu'on fait, on a le temps d'en jaser, tu sais. Une des premières fois, moi, que je suis venu rencontrer Daniel puis Sébastien, c'est ce qui m'avait surpris, parce qu'au début, tu sais, je m'étais dit, ça va être long, je vais avoir de quoi à dire, puis finalement, ça passe. Mais c'est ça, je pourrais en parler pendant des heures, c'est sûr. Quand ça te passionne. Non, puis mon but en venant ici, c'était vraiment de donner au suivant, d'aider les autres, puis d'essayer de leur donner la petite flamme, le petit courage qui manque peut-être pour la réalisation de leur projet, parce qu'ils voient tellement des montagnes, mais... Moi, s'il y a un message que je retiens de toute ton histoire, là, si, mettons, j'ai 18, 19, 20 ans, 16 ans, 22 ans, puis j'écoute ce podcast-là, puis j'ose pas parce que j'ai des craintes, puis j'ai des doutes. Moi, je pense qu'il faut juste que tu passes à l'action. Puis, sais-tu quoi, tu l'as dit tantôt, il y a tout ce qu'il faut en dedans de toi. Puis quand tu vas commencer à les driller là, puis tu vas aller creuser dans cette chose-là, là, tu vas finir par ouvrir plein de portes autour de toi. Il y a plein de monde autour de nous autres qui sont des organismes qui sont prêts à aider des jeunes qui ont des projets puis qui sont motivés. Faut pas avoir peur d'aller cogner à des portes. Puis je suis pas mal sûr que même si tu t'es fait dire non plein de fois, la majorité des gens ont pris le temps de t'écouter. Ça fait juste nous apporter tellement. Oui. Je pense que même si le projet n'aurait pas abouti, le chemin pour s'y rendre... T'aurais grandi quand même là-dedans. Tu grandis, puis justement, les gens... On a tellement de ressources, on a tellement des gens extraordinaires qui nous entourent, mais qu'on n'a pas conscience. Ouais. Des fois, je dis souvent, moi, quand je donne mes petites conférences, des fois, sur mon parcours, je dis souvent que le résultat de ce qu'on fait est une chose, mais ce qui nous fait vraiment grandir, c'est le parcours qu'on a pour y arriver. Ça, vraiment, souvent, c'est ça qui nous fait grandir. Tu sais. C'est pas les gens ont tendance à regarder le résultat de ce qu'on a fait, mais tout ce qu'il y a avant, là, c'est comme ça qu'on a grandi. Sur ces sages paroles qui résument à 100% l'heure et quart qu'on a passé ensemble. On va se laisser là-dessus. Tania, merci beaucoup d'être passée dans le studio. C'était vraiment cool. Juste dire aux gens qui écoutent peut-être le Facebook Live actuellement, demain ou dans les prochains jours, le podcast va sortir. Ça va se retrouver sur YouTube. Fait que vous pouvez liker, sur YouTube, aimer. Puis les podcasts sur iTunes, puis sur toutes les plateformes, Google Spotify. Play. Bientôt. D'ici 24-48 heures, ça va être là-dessus. Puis je pense que le contenu qu'on a mis aujourd'hui avec ton histoire, ça peut aider d'autres gens, même si des jeunes, puis peut-être des plus vieux aussi qui sont peut-être à juste un petit push-up, un petit push là, dans le dos. Fait que merci d'être passé, Tania. Merci Cédric d'avoir accompagné Tania en studio. Salut tout le monde. That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning.